Merci à vous qui écoutez cette vidéo d'histoire à dormir d'horreur. Je serai content de lire vos commentaires et suggestions pour les prochaines vidéos. Sachez que vous abonner et mettre un like contribue grandement à pouvoir réaliser pour vous d'autres histoires surprenantes. Cette histoire s'intitule « Le tableau qui regardait ». Sarah aimait les brocantes. Chaque week-end, elle parcourait les marchés aux puces et les petites boutiques d'antiquités à la recherche de trésors oubliés. Elle disait souvent que chaque objet avait une histoire, un passé qui le rendait unique. Alors, quand elle tomba sur ce tableau dans une boutique poussiéreuse, elle sut qu'elle ne pouvait pas repartir sans lui. Le portrait représentait une femme élégante, vêtue d'une robe sombre du XIXe siècle. Ses traits étaient délicats, son regard captivant. Mais ce qui attira le plus Sarah, c'étaient ses yeux. Ils semblaient presque vivants, comme s'il la fixait à travers la toile. Le vendeur, un vieil homme à la voix rauque, l'observa avec un sourire en coin. « Belle pièce, n'est-ce pas ? On dit qu'elle appartenait à une riche famille. Mais certaines personnes trouvent qu'il y a quelque chose d'étrange avec ce tableau. » Sarah haussa les épaules. Elle avait entendu ce genre d'histoire 1000 fois. Les antiquaires aimaient enjoliver leurs marchandises. Elle acheta le tableau et l'emporta chez elle. De retour à son appartement, elle accrocha le tableau au-dessus de son canapé. Il ajoutait une touche sophistiquée à la pièce. Pendant plusieurs jours, elle le contempla avec satisfaction. Mais peu à peu, elle commença à ressentir un malaise. Quelque chose dans ce regard. Quand elle passait devant le tableau, elle avait l'impression d'être suivie. Peu importe où elle se tenait dans la pièce, les yeux semblaient toujours la fixer. Un soir, alors qu'elle regardait un film, elle remarqua un détail qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les lèvres de la femme semblaient légèrement différentes. Plus plissées, comme si elle essayait de sourire. Sarah se força à rire de sa propre imagination. Mais cette nuit-là, elle se réveilla en sursaut. Quelque chose clochait. La pièce était étrangement silencieuse, et pourtant elle avait l'impression d'être observée. En allumant la lampe de chevet, son regard se tourna instinctivement vers le tableau. Les yeux de la femme pleuraient. De longues traînées sombres coulaient sur ses joues. Sarah sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle s'approcha lentement, pensant que c'était peut-être un effet de la lumière ou un dégât d'eau sur la toile. Mais avant qu'elle ne puisse toucher la peinture, une voix douce et glaciale résonna dans la pièce. « Pourquoi m'as-tu sorti d'où je reposais ?» Sarah recula précipitamment, trébuchant sur le tapis. Le tableau semblait maintenant briller légèrement, comme si une énergie étrange en émanait. Le regard de la femme était devenu perçant, accusateur. Terrifiée, Sarah quitta son appartement pour la nuit, préférant dormir dans sa voiture plutôt que de rester seule avec ce tableau. Le lendemain matin, elle revint, décidée à se débarrasser de l'objet maudit. Mais en entrant dans le salon, elle s'arrêta net. Le mur où elle avait accroché le tableau était vide. La peinture avait disparu. Elle chercha partout, mais il n'y avait aucune trace du tableau. Alors qu'elle commençait à croire qu'elle l'avait peut-être imaginé, son regard tomba sur le grand miroir au mur. Et là, dans le reflet, elle vit quelque chose qui glaça son sang. La femme du tableau était là, derrière elle, un sourire tordu sur le visage. Avant que Sarah ne puisse se retourner, la voix résonna une dernière fois. « Maintenant, c'est toi qui es mon reflet. » Pour les anges. Lew Harper était un vendeur de pacotille, un vieux bonhomme au sourire sincère et aux poches pleines de babioles inutiles. Il passait ses journées à arpenter les rues, tentant de vendre des cravates bon marché, des jouets à ressort et des montres en toc. Les enfants l'aimaient bien. Pour eux, Lew n'était pas qu'un marchand, c'était un conteur, un homme avec une étincelle d'imagination capable de transformer un simple yo-yo en une aventure épique. Un soir d'été, alors qu'il s'apprêtait à fermer sa petite valise de marchandises, une étrange silhouette l'attendait devant chez lui. Un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable, le regardait avec une intensité troublante. « Monsieur Harper, dit-il d'une voix glaciale. « Oui. »« Qui le demande ?» répondit Lew, nerveux. « Je suis ici pour vous. Il est temps. » Lew sentit son cœur se serrer. Il comprit immédiatement qui se tenait devant lui, la mort elle-même. L'homme lui tendit une liste, son nom y était inscrit, souligné en rouge. « Mais je ne suis pas prêt, » s'exclama Lew. « Vous voyez bien, j'ai encore tant à faire, tant de choses à vendre. » La mort, imperturbable, haussa un sourcil. « Vous avez eu votre temps, monsieur Harper. Je ne fais que suivre le calendrier. » Lew, pris de panique, tenta de négocier. « Donnez-moi une dernière chance. Laissez-moi faire une vente parfaite, une vente pour les anges. Ensuite, je vous suivrai sans protester. » Contre toute attente,
la mort accepta. Une vente parfaite, monsieur Harper. Mais une fois terminé, je reviendrai. Le lendemain, Liu rassembla tous les enfants du quartier et ouvrit sa valise. Il voulait leur offrir un spectacle, le plus grand discours de vendeur qu'il ait jamais donné. Mais avant même qu'il ne commence, un événement bouleversa ses plans. Maggie, une petite fille du quartier qu'il adorait, fut renversée par une voiture. Le médecin fut clair, son état était critique. La mort se présenta à l'hôpital, prête à prendre l'âme de l'enfant. Voyant cela, Liu comprit qu'il ne pouvait pas rester inactif. Il interpella la mort. « Attendez. Vous avez promis de me laisser faire une vente parfaite. Laissez-moi vous montrer ce que je vaux. » Intrigué, la mort acquiesça. Liu ouvrit sa valise et commença un discours si passionné, si émouvant, que même les murs de l'hôpital semblaient écouter. Il vanta des cravates invisibles, des jouets imaginaires, des trésors que seuls les anges pouvaient apprécier. Et à mesure qu'il parlait, son charisme captivait même la mort elle-même. « Une vente pour les anges, disiez-vous, murmura la mort, un sourire presque humain aux lèvres. Très bien, monsieur Harper. Vous l'avez faite. Maggie survécut. Mais Liu tint sa promesse. Il suivit la mort, satisfait d'avoir offert son dernier grand spectacle et d'avoir sauvé une vie innocente. Le couloir interminable. Lisa n'avait jamais aimé rester seule dans cet immeuble. Les longs couloirs, éclairés par des néons vacillants, avaient quelque chose de dérangeant. Ce soir-là, elle rentrait tard. Elle traversait le couloir du 5e étage, son sac de course à la main, quand elle remarqua une chose étrange. La porte de l'appartement 508 était ouverte. Juste entr'ouverte, assez pour laisser apparaître une fine bande d'obscurité. Ce n'était pas la première fois. Elle s'était souvent demandé pourquoi personne ne semblait jamais y habiter. En passant devant, elle ralentit malgré elle. Un courant d'air glacial souffla de l'entrebâillement. Lisa s'arrêta, hésitante. Elle savait qu'elle aurait dû continuer. Mais une petite voix intérieure la poussa à tendre la main. À ouvrir un peu plus la porte. À l'intérieur, tout était noir. Pas un meuble, pas un bruit. Seulement un vide oppressant, qui semblait aspirer la lumière. En scrutant les ténèbres, elle remarqua un détail troublant, le couloir continuait à l'intérieur. Identique à celui qu'elle venait de parcourir. Les mêmes murs jaunis, les mêmes néons tremblotants. Curieuse, elle fit un pas à l'intérieur. Le sol était froid, plus rugueux que dans le couloir habituel. Mais surtout, il y avait ce silence. Écrasant. Après quelques mètres, elle se retourna pour regarder la porte par laquelle elle était entrée. Elle avait disparu. Le couloir s'étirait maintenant des deux côtés, infini. Alors qu'elle commençait à marcher, des murmures s'élevèrent autour d'elle. Des voix indistinctes, chuchotant son nom. Lisa accéléra, son cœur battant à tout rompre. Mais peu importe combien elle avançait, le couloir restait le même. Et derrière elle, les murmures se rapprochaient. Puis, un néon explosa, plongeant le couloir dans une obscurité totale. Elle sentit une main froide attraper son bras. Une voix glaciale murmura à son oreille. « Tu ne devrais pas être ici. » Lisa hurla, mais aucun son ne sortit. La dernière chose qu'elle vit avant de disparaître fut le néon s'allumer à nouveau, révélant une silhouette immobile, à l'autre bout du couloir. Son propre reflet, figé dans une expression de terreur. Solitude. Quand Mike se réveilla, il se retrouva seul. Absolument seul. Il marchait sur une route poussiéreuse, entouré de champs déserts, avec une étrange sensation de vide dans l'air. Il ne se souvenait pas comment il était arrivé là, ni où il se trouvait exactement. Mais une chose était certaine, quelque chose n'allait pas. Au loin, il aperçut une petite ville. Une bourgade typique, avec ses vitrines bien alignées, une station-service et un café. Soulagé à l'idée de rencontrer quelqu'un, il accéléra le pas. Pourtant, dès qu'il entra dans la ville, un frisson lui parcourut l'échine. Il n'y avait personne. Les rues étaient désertes, les vitrines immobiles, comme si le temps s'était arrêté. Dans le café, une cafetière continuait de bouillir, émettant une vapeur constante. Une assiette de beignets fraîchement préparée était posée sur le comptoir. Mais aucun serveur, aucun client.
Mike appela à haute voix, « Il y a quelqu'un. » Seul l'écho de ces mots lui répondit. Plus il avançait dans la ville, plus il sentait une présence. Comme si des yeux invisibles l'observaient depuis chaque recoin. Il entra dans une librairie. Les livres étaient ouverts, abandonnés comme si leur lecteur avait fui précipitamment. Puis, soudain, un bruit retentit derrière lui, un téléphone. Il se précipita vers l'appareil et décrocha. « Allô? Qui est là? » Mais au bout du fil, il n'y avait que du silence. Un silence oppressant, presque palpable. Terrifié, Mike quitta la librairie. Il marcha jusqu'à la station-service, mais là encore, tout était figé. Une voiture était garée près de la pompe, le tuyau d'essence encore inséré dans le réservoir, comme si son conducteur avait disparu en un clin d'œil. La solitude devenait insupportable. Mike se mit à courir, criant à plein poumon. « Où êtes-vous? Montrez-vous! » Mais il n'y avait personne. Seulement le bruit de ses propres pas résonnant sur l'asphalte vide. Puis, alors qu'il passait devant une boutique de mannequins, il s'arrêta net. L'un des mannequins semblait le fixer. Un frisson glacé le parcourut. Était-ce son imagination? Ou ce mannequin avait-il réellement bougé? Mike se mit à perdre pied. Il se retrouva au centre de la place principale, hurlant de toutes ses forces. « Je suis là. Quelqu'un, répondez-moi. » Puis, il vit un panneau publicitaire indiquant « Vous n'êtes jamais seul aux États-Unis. » Ironie cruelle. Finalement, Mike tomba à genoux, submergé par l'angoisse. La réalité se déforma autour de lui, et il perdit connaissance. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait dans une pièce hermétique, éclairée par une lumière blafarde. Des hommes en blouse blanche l'observaient derrière une vitre. Expérience terminée. Annonça l'un d'eux. Le sujet a résisté 484 heures à la simulation. Une performance remarquable pour un entraînement à la solitude interstellaire. Mike se mit à rire nerveusement, réalisant qu'il n'avait jamais quitté la Terre. Mais la solitude, même factice, avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Le carnet maudit. Alex aimait les objets anciens. Dans une librairie poussiéreuse, il trouva un carnet en cuir vieilli, ses pages jaunies couvertes d'écritures illisibles. Fasciné, il l'acheta, sans prêter attention aux avertissements du libraire. Certains écrits doivent rester oubliés. De retour chez lui, il passa des heures à feuilleter le carnet. Les mots inscrits semblaient se transformer sous ses yeux, comme s'ils étaient vivants. Et au bas de chaque page, une phrase revenait sans cesse, écrite dans une langue qu'il ne connaissait pas. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Une silhouette encapuchonnée se tenait au pied de son lit, murmurant des mots dans une langue gutturale. Il se réveilla en sursaut, le carnet ouvert à côté de lui. Au fil des jours, Alex devint obsédé par ce livre. Des bruits de grattement se faisaient entendre la nuit, venant de sa bibliothèque. Les mots du carnet semblaient s'imprimer dans son esprit. Et chaque fois qu'il le lisait, il avait l'impression qu'on l'observait. Une nuit, il ne put s'empêcher de lire la phrase qui hantait ses rêves, la prononçant à voix haute. Le grattement s'arrêta immédiatement. Un silence de mort envahit l'appartement. Puis, une voix glaciale résonna derrière lui. « Merci de m'avoir libéré. » Il se retourna, mais il n'y avait rien. Pourtant, dans le miroir, une ombre se tenait derrière lui, un sourire cruel étirant son visage. Maintenant, chaque soir, Alex entend cette voix lui murmurer. Continue de lire. L'expérience interdite. Le docteur Alain Vauclair était un homme de science, un esprit brillant obsédé par les frontières du possible. Physicien spécialisé dans la manipulation du temps, il travaillait depuis des années sur une machine capable de créer de petites failles temporelles. L'objectif était noble, explorer des instants du passé pour mieux comprendre l'histoire. Mais cette obsession l'avait isolé. Dans son laboratoire souterrain, perdu au milieu d'une forêt, Alain menait des expériences qui, selon ses propres mots,
défiait Dieu. Un soir, après des mois de tests infructueux, il ajusta les paramètres de son prototype. Une vibration sourde emplit la pièce, et un cercle lumineux apparut devant lui. Alain sentit son cœur s'emballer. Il venait de créer une brèche temporelle. Un passage vers un instant oublié. Au départ, la brèche semblait inoffensive. Il y glissa une caméra, enregistrant des images d'un salon victorien en désordre. Des meubles renversés, une tasse brisée sur le sol. Rien de vivant. Pourtant, en analysant les images, il remarqua quelque chose. Un miroir au fond de la pièce reflétait une silhouette sombre. Immobile, elle semblait fixer la caméra. Intrigué, Alain répéta l'expérience plusieurs fois. Chaque nouvelle brèche montrait des scènes similaires, des lieux abandonnés, des détails troublants. Et toujours cette silhouette, de plus en plus nette. Une fois, il crut même la voir bouger légèrement. Le tournant arriva une nuit où, poussé par sa curiosité, il fit un pas à travers la brèche. Il se retrouva dans une pièce glaciale, baignée d'une lumière grise. Le silence était total. Les murs semblaient s'étirer et vibrer légèrement, comme s'ils respiraient. Alors qu'il explorait la pièce, une voix résonna derrière lui. « Pourquoi es-tu ici » Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Pourtant, il sentit une présence. Quelque chose d'invisible le frôla, laissant un froid intense sur sa peau. Paniqué, il quitta la pièce et referma la brèche. Mais quelque chose avait changé. Dès le lendemain, il remarqua des anomalies. Des objets de son laboratoire étaient déplacés, comme s'ils avaient été utilisés. Une nuit, alors qu'il révisait ses notes, il entendit un bruit derrière lui. En se retournant, il vit son propre reflet dans une vitre, mais son double ne reproduisait pas ses gestes. Il souriait. Alain tenta de refermer définitivement le passage, mais chaque tentative semblait aggraver la situation. Il se réveillait dans des versions légèrement différentes de son laboratoire. Parfois, une pièce manquait. Parfois, une ombre dans un coin semblait l'observer. Une nuit, la vérité lui apparut dans toute son horreur. En franchissant la brèche, il avait brisé un équilibre qu'il ne comprenait pas. Il était désormais pris dans une boucle temporelle. Un fragment d'existence ou passé, présent et futur s'entremêlaient. Et cette silhouette qu'il voyait? Elle était lui. Une version de lui-même qui avait déjà traversé cette boucle et s'était perdue. La dernière note qu'on trouva dans son laboratoire était presque illisible, griffonnée sur un mur. Ne jouez jamais avec le temps. Il joue mieux que vous. Le parc aux silhouettes. Clémence adorait courir tôt le matin. Le parc près de chez elle était un refuge paisible à l'aube, éclairé par une lumière douce qui perçait à travers les arbres. Peu de gens s'y aventuraient à cette heure-là, ce qui rendait ces séances de jogging encore plus agréables. Mais depuis une semaine, quelque chose troublait cette tranquillité. À chaque tour de piste, elle remarquait une silhouette près des arbres. Elle n'y avait pas prêté attention au début, pensant que c'était simplement un autre jogger ou un promeneur matinal. Pourtant, chaque jour, cette silhouette semblait se tenir au même endroit, immobile, la fixant. Un matin, elle décida de s'approcher. Plus elle avançait, plus elle réalisait que la silhouette était étrange. Ses contours semblaient flous, comme si elle était enveloppée d'une légère brume. Mais au moment où elle arriva à quelques mètres, la silhouette disparut. Pas un bruit, pas un mouvement. Elle était simplement partie, comme si elle n'avait jamais été là. Le lendemain, Clémence sentit une présence dès qu'elle entra dans le parc. Elle continua son jogging, mais son rythme cardiaque s'accéléra, non pas à cause de l'effort, mais à cause de cette sensation oppressante. À son troisième tour, elle s'arrêta net. La silhouette était de nouveau là, plus proche cette fois. Elle se tenait juste à côté du sentier, sous un vieux lampadaire éteint. Clémence fixa l'ombre, espérant discerner un visage ou une réaction. Mais rien. L'être restait parfaitement immobile. Quand elle fit un pas en arrière, la silhouette sembla s'avancer, sans bouger les jambes. Terrifiée, elle fit demi-tour et rentra chez elle en courant, sans se retourner. Ce soir-là, elle tenta de rationaliser. Peut-être que le stress ou la fatigue jouaient avec son esprit. Mais au milieu de la nuit, un bruit la réveilla. Comme des pas légers sur le parquet. Elle alluma la lampe de chevet, mais ne vit rien.
Seulement le silence de son appartement. Le lendemain, en entrant dans sa salle de bain, son cœur s'arrêta. La silhouette était là, dans le miroir. Immobile, son visage flou, mais ses yeux brillaient légèrement. Clémence recula en panique, regardant autour d'elle. Il n'y avait personne dans la pièce. Mais chaque fois qu'elle regardait le miroir, l'être était toujours là, la fixant. Elle quitta son appartement le jour même, persuadée qu'elle serait en sécurité ailleurs. Mais où qu'elle aille, la silhouette apparaissait. Dans les reflets des vitrines, les écrans éteints, ou les ombres des arbres. Et chaque jour, elle semblait se rapprocher. La photographie parfaite. Émilie était passionnée de photographie. Depuis son adolescence, elle explorait les moindres recoins de sa ville avec son appareil photo en quête de clichés uniques. Mais elle rêvait d'une photo parfaite, celle qui capturait l'essence du mystère et de la beauté en une seule image. Un jour, alors qu'elle parcourait un marché aux puces, elle tomba sur un appareil photo ancien. Il était magnifique, avec un boîtier en métal noirci et des gravures délicates sur les bords. Le vendeur, un homme aux yeux fatigués, lui tendit l'objet en murmurant. « Attention à ce que vous capturez. Cet appareil ne montre pas que ce que vous voyez. » Émilie sourit poliment, croyant à un simple argument de vente, et acheta l'appareil pour une somme dérisoire. Elle passa la journée à tester l'objet, prenant des clichés de ruelles, de bâtiments, et même de passants anonymes. Le soir venu, elle développa ses premières photos dans son laboratoire improvisé. Et là, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sur chaque cliché, il y avait une présence. Une silhouette floue, sombre, à peine visible, mais clairement là. Émilie pensa d'abord à un défaut de l'appareil. Mais en regardant de plus près, elle remarqua que la silhouette semblait se rapprocher à chaque nouvelle photo. Intriguée, elle décida de poursuivre ses essais. Elle sortit la nuit suivante, armée de son appareil, et prit des clichés dans un vieux parc désert. Une fois rentrée, elle développa les photos. Sur l'une d'elles, la silhouette était maintenant à quelques mètres seulement, ses contours devenant plus nets. Elle portait un manteau long et semblait fixer directement l'objectif. Un frisson parcourut Émilie. Et si le vendeur avait dit vrai? Elle tenta de ranger l'appareil, mais une curiosité morbide la poussa à l'utiliser encore une fois. Juste une dernière photo, se promit-elle. Elle s'installa devant un miroir, ajusta l'angle et déclencha l'obturateur. Puis elle développa le cliché dans un silence tendu. Quand l'image apparut, elle sentit son cœur s'arrêter. La silhouette n'était plus floue. Elle était parfaitement nette, debout juste derrière elle. Son visage était indiscernable, mais une main tendue semblait presque vouloir sortir du cadre. Émilie se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Elle essaya de calmer sa respiration, mais son esprit était embrouillé par la peur. Elle décida de détruire l'appareil le lendemain, mais cette nuit-là, elle fut réveillée par un bruit sourd dans son laboratoire. Quand elle entra, toutes les photos qu'elle avait développées étaient étalées sur le sol, les silhouettes plus nettes que jamais. Et sur la dernière photo, celle prise devant le miroir, une phrase était apparue en lettres noires. « Merci de m'avoir libéré. » La lumière s'éteignit soudain, et dans l'obscurité, Émilie entendit un souffle derrière elle. La clé de minuit. Emma trouva une clé ancienne dans sa boîte aux lettres. Elle était enveloppée dans un morceau de papier jauni, sur lequel était écrit « Pour la porte du grenier ». Minuit. Emma vivait dans cet immeuble depuis 6 mois et n'avait jamais monté au grenier. La porte, vieille et rouillée, était toujours verrouillée. Cette clé, avec ses ornements d'un autre temps, l'intrigua. Était-ce une mauvaise blague? Ou un piège? Mais la curiosité l'emporta. Cette nuit-là, à minuit pile, elle gravit les escaliers jusqu'au grenier. Le bâtiment était plongé dans un silence oppressant, et chaque marche grinçait sous ses pas. Devant la porte, elle hésita, mais inséra la clé. Le déclic résonna dans l'escalier, bien trop fort à son goût. La porte s'ouvrit sur un long escalier descendant. Pourtant, le grenier devait être au sommet de l'immeuble. Un courant d'air glacial la fit frissonner, et une voix basse, presque inaudible, résonna dans le couloir. « Descends !» Elle hésita, mais sa main tremblante tenait fermement la clé.
Lentement, elle descendit les marches, son souffle saccadé résonnant dans l'escalier sombre. En bas, elle trouva un couloir étroit bordé de portes identiques, chacune marquée d'un numéro. Une lueur étrange filtrait sous la porte 7. Une curiosité maladive la poussa à avancer. Elle posa une main sur la poignée et entra. À l'intérieur, la pièce était vide, sauf pour une petite boîte posée au centre. L'air était glacial, et une voix souffla derrière elle. « Ouvre-la !» Emma hésita, mais sa main se tendit malgré elle. La boîte contenait une clé différente, plus petite. Quand elle se retourna pour quitter la pièce, le couloir avait disparu. Elle était maintenant enfermée dans une pièce sans issue, la voix murmurant autour d'elle. Une clé pour une vie. L'horloge du temps figée. Lucien était horloger depuis près de 30 ans. Sa petite boutique, nichée dans une ruelle calme, attirait des amateurs de pièces anciennes et uniques. Les clients venaient de loin pour lui confier leurs trésors, montres héritées, horloges centenaires, et autres mécanismes délicats qu'il considérait presque sacrés. Mais jamais Lucien n'avait vu une pièce aussi étrange que celle que le vieil homme déposa sur son comptoir ce jour-là. L'horloge était massive, presque imposante. Son cadre en bois sculpté portait des gravures complexes qui semblaient raconter une histoire oubliée. Le cadran, d'un blanc laiteux, était usé, et les chiffres qui y étaient inscrits s'effaçaient par endroits. Le mécanisme, quant à lui, était couvert d'une fine couche de poussière, mais paraissait intact. « Prenez-en soin », dit le client d'une voix rauque. « Mais rappelez-vous ceci, elle ne doit jamais s'arrêter. » Intrigué, Lucien accepta le défi. Il passa des heures à démonter et à examiner l'horloge. Les engrenages étaient gravés de symboles étranges, comme des runes oubliées. Les matériaux, bien que robustes, semblaient différents de tout ce qu'il connaissait. Avec patience et minutie, il restaura chaque pièce, huilant le mécanisme et réparant les failles invisibles. Lorsque l'horloge fut prête, il remonta le mécanisme. À l'instant où la grande aiguille bougea, un bruit sourd sembla résonner dans l'air. Le tic-tac de l'horloge devint presque hypnotique, emplissant la boutique d'une présence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Lucien sortit vérifier l'heure sur l'horloge publique au bout de la rue, mais à sa grande surprise, la rue entière était figée. Les passants étaient immobiles, figés dans des gestes banals, un homme levait un journal, une femme tendait la main à un enfant. Même les feuilles des arbres ne bougeaient plus. Paniqué, il courut jusqu'à sa boutique et trouva le vieil homme debout près de l'horloge. « Tu as réveillé le temps, dit-il, son sourire énigmatique révélant une satisfaction étrange. Mais tu as aussi pris un fardeau. » Le client expliqua que l'horloge était une relique destinée à équilibrer le temps. Tant qu'elle tourne, tu es son gardien. Mais si elle s'arrête, tu prendras leur place. Lucien tenta de protester, mais la présence du vieil homme s'évanouit comme une brume. Jour après jour, il surveilla l'horloge, redoutant qu'elle ne cesse de fonctionner. Mais des changements subtils commencèrent à se manifester. Ses propres mouvements devenaient plus lents. Ses mains, autrefois si agiles, semblaient lourdes. Un matin, alors qu'il tentait de se lever, il réalisa avec horreur qu'il ne pouvait plus bouger. Il était figé, prisonnier, incapable d'interagir avec le monde. Maintenant, la boutique est fermée. Derrière la vitrine poussiéreuse, l'horloge continue de tic-taquer. Et Lucien ? Son reflet est toujours visible dans le miroir, figé à jamais dans un sourire désespéré. La boîte de l'étranger. C'était une soirée ordinaire pour Julien, jusqu'à ce qu'il trouve une petite boîte devant la porte de son appartement. Elle était noire, ornée de motifs dorés complexes, et une simple étiquette était attachée dessus. « Ne l'ouvrez pas !» Julien regarda autour de lui, mais le couloir était désert. Qui avait laissé cette boîte ici ? Et pourquoi ? Le message était étrange, presque provoquant. Ses doigts glissèrent sur le bois poli, hésitants. Finalement, il la ramena à l'intérieur, bien décidé à comprendre. Il posa la boîte sur sa table de cuisine et l'observa attentivement. Elle semblait ancienne, mais parfaitement conservée. Julien se demanda ce qu'elle contenait, un bijou ? Un secret ? Peut-être rien du tout. Cette pensée lui tira un sourire nerveux. Ce n'était qu'une boîte après tout. Après plusieurs minutes d'hésitation, sa curiosité prit le dessus. Il dénoua l'étiquette, puis ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur, il trouva un simple morceau de papier plié. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il le déplia pour lire. « Tu aurais dû écouter. » À peine eut-il fini de lire que la pièce sembla se refroidir. Les lumières vacillèrent, et un bruit sourd résonna dans son appartement. Julien sursauta et se précipita vers la fenêtre. Dehors, tout semblait normal, mais un étrange malaise s'installa en lui. La boîte, maintenant ouverte, paraissait plus sombre qu'avant. Comme si elle absorbait la lumière de la pièce. Julien tenta de la refermer, mais le couvercle refusait de bouger. C'est alors qu'un murmure s'éleva derrière lui. « Pourquoi as-tu ouvert ?» Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement une ombre étrange qui dansait sur le mur, comme si elle avait sa propre volonté. Le murmure devint un rire, puis un cri strident. Julien recula, terrifié, jusqu'à ce que son dos heurte le mur. La boîte tomba de la table, et à l'instant où elle toucha le sol, une forme noire s'en échappa.
Elle se tordit et s'allongea, prenant vaguement l'apparence d'une silhouette humanoïde. Ses yeux, brillants d'un éclat rouge, fixèrent Julien avec une intensité glaçante. La créature parla, sa voix résonnant comme mille échos. « Maintenant, c'est à toi de porter le fardeau. » Julien sentit une force invisible le clouer au sol. Son souffle devint court, ses membres lourds. La silhouette s'approcha lentement, et avec chaque pas, son sourire s'élargit. Puis, dans un dernier éclat de lumière, tout disparut. Le lendemain, les voisins trouvèrent l'appartement vide. Pas de trace de Julien. Mais sur la table de la cuisine, la boîte noire était de nouveau fermée, avec une nouvelle étiquette. Ne l'ouvrez pas. Les locataires du grenier. Clara avait enfin trouvé l'appartement parfait. Petit, abordable, et surtout, calme. Situé dans un vieil immeuble de pierre avec des poutres apparentes, il avait un charme ancien qui lui plaisait immédiatement. Le propriétaire, un homme discret d'une soixantaine d'années, n'avait qu'une seule demande particulière: n'utilisez pas le grenier. Il est plein d'objets laissés par d'anciens locataires. Vous n'avez aucune raison d'y aller. Clara avait trouvé cela étrange, mais elle ne voulait pas rater cette opportunité. Après tout, pourquoi aurait-elle besoin d'un grenier? Elle signa le bail et s'installa rapidement. Les premières semaines furent parfaites, le voisinage était silencieux, et l'appartement baignait de lumière la journée. Mais peu à peu, des choses étranges commencèrent à se produire. Chaque nuit, à la même heure, elle entendait des bruits provenant du plafond. Un grattement faible, suivi de pas lents qui semblaient se déplacer d'un bout à l'autre du grenier. Clara tenta de les ignorer, persuadée qu'il s'agissait de rats ou d'animaux qui avaient trouvé refuge dans les combles. Mais une nuit, le bruit changea. Ce n'était plus des grattements ni des pas. C'était un chuchotement. Faible, indistinct, comme un souffle derrière une porte fermée. Clara se redressa dans son lit, le cœur battant, écoutant attentivement. Les murmures semblaient s'approcher, s'intensifier, jusqu'à ce qu'ils cessent brusquement. Le lendemain, elle monta voir le propriétaire pour en savoir plus. Mais il refusa de lui donner des explications. Son visage devint soudain grave, presque effrayé. « Je vous ai dit de ne pas vous en inquiéter. Ne montez pas là-haut. Faites-moi confiance. » Clara voulait respecter cette consigne, mais sa curiosité grandissait. Chaque nuit, les bruits continuaient, devenant de plus en plus nets. Un soir, elle se résolut à monter dans le grenier pour en avoir le cœur net. Elle attrapa une lampe torche, ouvrit la trappe du plafond et grimpa l'échelle en bois grinçante. L'odeur de moisi l'assaillit immédiatement. La lumière de sa lampe dévoila une pièce encombrée de vieilles malles, de meubles poussiéreux, et de mannequins. Il y en avait une demi-douzaine, alignés contre un mur, leurs corps en bois vêtus de vêtements anciens. Certains avaient des visages peints, mais le temps les avait dégradés, rendant leurs traits flous et inquiétants. Clara s'approcha prudemment, évitant de faire trop de bruit. Au centre du grenier, une table ronde était installée, entourée de 3 chaises. Sur la table, une vieille bougie éteinte et un jeu de cartes soigneusement disposés. Les mannequins semblaient les observer. Et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose de terrifiant. L'un des mannequins était assis. Son bras, tendu sur la table, semblait avoir été déplacé récemment. Clara recula instinctivement, sentant un frisson glacé parcourir son dos. Puis elle entendit un bruit derrière elle, un craquement sec, suivi d'un souffle. « Pourquoi es-tu venue » murmura une voix rauque. Clara se retourna, la lampe tremblant dans sa main. Un des mannequins était debout, bien qu'elle ne l'ait pas touché. Ses yeux, peints d'un noir profond, semblaient la fixer. Clara cria, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle recula, trébuchant sur une malle, alors que le mannequin avança lentement, ses mouvements saccadés mais étrangement déterminés. Un deuxième mannequin se redressa. Puis un troisième. Tous se tournèrent vers elle, leur visage figé dans une expression de neutralité qui devint rapidement terrifiante. « Tu ne devais pas être ici » murmura une autre voix. Clara courut vers l'échelle, mais la trappe était maintenant fermée. Elle tambourina contre le bois, hurlant à l'aide. Mais aucun son ne semblait franchir les murs de l'appartement. Les mannequins se rapprochèrent, leurs silhouettes déformées par la faible lumière de sa lampe. Le lendemain matin, le propriétaire trouva l'appartement vide. La trappe du grenier était soigneusement verrouillée. Dans le grenier, les mannequins étaient toujours autour de la table. Mais cette fois, une 4e chaise était occupée. Le couvent silencieux. Sophie était photographe. Son travail la conduisait souvent dans des endroits abandonnés, chargés d'histoire. Ce week-end-là, elle avait décidé d'explorer un vieux couvent perdu dans les montagnes. On disait qu'il avait été déserté il y a plus d'un siècle après des événements tragiques. Mais personne ne savait vraiment ce qui s'y était passé. Dès son arrivée, elle sentit une atmosphère lourde. Les murs fissurés du bâtiment semblaient raconter des histoires oubliées. Elle poussa la grande porte en bois, qui grinça dans un silence assourdissant. L'intérieur était sombre, poussiéreux, mais incroyablement bien conservé. Elle commença à photographier la nef principale, fascinée par les détails. Les statues des saints semblaient l'observer. Des chuchotements lointains résonnaient dans les couloirs, mais elle se dit que c'était sûrement le vent. En explorant plus loin, elle trouva une porte menant à ce qui semblait être un dortoir. Les lits étaient toujours là, recouverts de draps jaunis.
Sur l'un d'eux, une poupée de chiffon reposait, son visage peint fissuré par le temps. Sophie sentit un frisson inexplicable. Alors qu'elle prenait une photo, elle entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Pourtant, son appareil clignotait, une nouvelle photo avait été prise. En regardant l'écran, elle sentit son sang se glacer. Derrière elle, dans le reflet d'un miroir, une silhouette sombre apparaissait. Immobile, ses yeux blancs brillants fixaient l'objectif. Elle recula, son souffle s'accélérant. Les chuchotements se firent plus forts, plus proches. Et soudain, une voix rauque murmura à son oreille. « Pourquoi es-tu ici ?» Sophie lâcha son appareil et courut vers la sortie. Mais le couvent semblait jouer avec elle. Les couloirs s'étendaient, changeaient, et chaque porte qu'elle ouvrait menait à une autre salle inconnue. La voix continuait de la suivre, résonnant dans l'air. « Tu ne devrais pas être là. » Finalement, elle trouva une sortie. Ou du moins, elle le croyait. En franchissant la porte, elle se retrouva dans la nef principale, là où tout avait commencé. Mais cette fois, les statues avaient changé. Elle la fixait avec des sourires inquiétants, et leurs yeux suivaient ses mouvements. Sophie cria, mais aucun son ne sortit. La dernière chose qu'elle vit avant de s'effondrer fut la silhouette sombre, s'approchant lentement, une poupée de chiffon dans la main.